Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes venus nous rejoindre, salle Maurice Fleuret, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et puis bonsoir à tous ceux qui nous suivent en direct ce soir sur le site du Conservatoire et sur Facebook. L'intitulé du concert de ce soir donne à rêver, puisqu'il s'agit de création pour l'ensemble intercontemporain, des créations d'étudiants en classe de composition qui seront jouées par les solistes de ce prestigieux ensemble, associés à des étudiants, pour la plupart en classe de DAI, c'est-à-dire de diplôme d'artiste-interprète, donc déjà des musiciens assez confirmés qui s'intéressent tout particulièrement à la création. Alors nous avons donc le très grand plaisir d'accueillir les musiciens de l'ensemble intercontemporain qui poursuivent déjà depuis plusieurs années ce partenariat fructueux avec le Conservatoire. Ce programme est d'ailleurs encadré par la violoniste Ae Soon Kang, premier violon solo de l'ensemble intercontemporain. Il permet donc à des élèves compositeurs de soumettre leurs idées d'écriture à des interprètes à la pointe de la création. Ce programme permet également aux jeunes instrumentistes de travailler l'interprétation de ce répertoire tout particulier avec des musiciens pour qui ce langage est très familier. Et c'est enfin l'occasion pour les instrumentistes de l'ensemble intercontemporain de transmettre une expérience assez unique aux musiciens de demain. Nous allons donc ce soir découvrir 4 créations et pour commencer, nous allons ouvrir ce concert avec une pièce de Semir Amarouche, Electronica 1. Né en France en 1991, Semir Amarouche est en première année de master au Conservatoire de Paris dans la classe de composition de Stefano Gervasoni, des nouvelles technologies de Louis Naon, de Yann Marèche et d'Oriol Saladriguez, et dans la classe d'analyse de Claude Ledoux, étudiant en guitare, en composition à Boulogne-Billancourt, en musicologie à la Sorbonne, lauréat de la Fondation Meyer. Semir Amarouche s'inspire tout autant des musiques de Griset, Chiarino ou Romitelli que des musiques gnawa ou des musiques électroniques. Bonsoir Semir. Bonsoir. Une petite correction, c'est Samir. Samir, pardon. Alors, vous nous présentez ce soir Electronica 1 ou One. On le dit comment, en français ou en anglais? En français, c'est très bien. Très bien. Donc, c'est une pièce qui est écrite pour 8 musiciens qui exprime une recherche assez radicale de votre part. Vous recherchez une forme de minimalisme, dites-vous. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, en fait, dans cette pièce, et par rapport aux dernières œuvres que j'ai faites, je cherche à réduire le matériau de plus en plus pour arriver à quelque chose vraiment de très brut, de très rugueux. Et du coup, ici, c'est un exemple un peu de ça. Vous allez entendre dans les différents timbres choisis une grande rugosité, en effet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le choix de l'instrumentarium que vous avez fait? Alors, l'instrumentarium, bon, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison pragmatique, pas très intéressante. On avait une liste. Mais à part ça, voilà, il fallait choisir d'un. Mais à part ça, j'avais la volonté d'avoir une sorte de masse grave assez puissante, donc, qui est ici représentée par contrebasse, contrebasson, trombone et clarinette basse. Et d'avoir en contrepartie donc, ce jeu percussif, donc on a à la percussion, et que ces instruments graves, par leur taille, dans différents modes de jeu particuliers, peuvent permettre. Il y a aussi un travail, me semble-t-il, sur la temporalité, sur le rythme. Alors, en effet, dans cette pièce, en fait, je travaille depuis pas mal de temps sur le rythme, et je me rends compte que le rythme est très difficile pour les musiciens occidentaux. Et en fait, enfin... Pas pour eux, bien sûr. Hein. Pas pour eux, bien sûr. Hein. Bon. Et donc, dans ce cas précis ici, en fait, j'ai essayé une notation. C'était un peu une tentative, notamment sur l'idée d'avoir une pulsation instable. J'emploie dans le programme, vous lirez le terme ovoïde, donc qui est pris à Jean During, en fait, donc un ethnomusicologue, qui pour qualifier les musiques baloutches, donc un coin dans le Moyen-Orient, dans Pakistan, il me semble. Par là-bas. En fait, voilà, leur pulsation est en permanence instable et on ne peut pas les enregistrer avec un métronome, c'est quelque chose qui est absolument impossible dans cette culture. Bref, c'est une idée qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, c'est un peu cette idée-là que j'essaie de retranscrire avec un chef qui est en fait comme arythmique, sauf que lui, tout est écrit. Et donc, pour arriver à donner cette illusion de pulsation instable et donc de temps à la fois toujours identique et en même temps un peu différence sur le début de la pièce. Alors on va donc écouter cette pièce Electronica 1, donc une création de Semir Amarouche, les musiciens de l'ensemble intercontemporain, les étudiants du conservatoire sous la direction de Simon Proust.
Nous venons d'entendre en création la pièce de Samir Hamarouche, Electronica 1, donnée ce soir à la salle Maurice Fleuret par les musiciens de l'ensemble intercontemporain et les étudiants du CNSM sous la baguette de Simon Proust, que je salue. Bonsoir. Alors Simon Proust, vous êtes un ancien de cette vénérable maison. Vous travaillez régulièrement également avec l'ensemble intercontemporain puisque vous y êtes chef assistant. Mais avec beaucoup d'autres orchestres, et puis en particulier des orchestres de jeunes, celui de la région Centre, dont vous êtes devenu le nouveau directeur musical. Vous êtes également très sensible au répertoire d'aujourd'hui. Vous avez créé près de 30 nouvelles œuvres ces dernières années, et vous cherchez également de nouvelles formes de concerts. Alors qu'est-ce que ça vous fait de revenir diriger au conservatoire ? C'est d'abord très agréable, puis on revient dans les lieux, on revoit plein de têtes connues aussi, même si la nouvelle génération de musiciens est déjà là. C'est assez terrible de se dire qu'il y a quelques années encore, c'était nous, et ça va très très vite, mais il y a encore plein de têtes connues. Et puis, et même dans les musiciens qui reviennent jouer avec l'ensemble, vous l'avez dit, dans les DAI contemporains, c'est quelques têtes aussi qui sont plus ou moins connues. En tout cas, on s'est croisés quelque part. Alors, les pièces qu'on va entendre ce soir sollicitent pas mal le chef, sauf la prochaine dans laquelle vous ne faites rien. Mais est-ce que c'est un petit peu le cas avec la musique d'aujourd'hui ? Est-ce que vous diriez que le rôle du chef se modifie légèrement avec ce répertoire d'aujourd'hui ? Ça peut arriver en tout cas que le chef, et comme c'est le cas dans la pièce de Samir à l'instant, ait une partie à part entière, une portée en fait de chef. J'ai déjà aussi l'occasion de créer une pièce d'un ancien étudiant aussi du conservatoire où j'avais carrément une partie à moi tout seul, où je produisais moi-même des sons, ce qui est quand même assez rare. Sous quelle forme ? Simplement en déclenchant avec une pédale, voilà, mais quelques effets sonores, voilà. Mais ça m'est aussi arrivé d'avoir quelques petits sons à créer avec mes mains aussi. Mais c'est quand même très rare. Voilà, le rôle du chef dans la musique contemporaine est encore parfois un peu dans le sens traditionnel, mais parce qu'il faut, les musiciens ont besoin aussi de ce rôle-là.
Comment travaille-t-on donc avec un orchestre hétérogène comme celui de ce soir, où vous avez des musiciens très professionnels, solistes, et puis des étudiants qui sont des musiciens confirmés, mais qui sont un petit peu moins au même niveau, on va dire? Tout d'abord, on apprend énormément en fait avec cet ensemble intercontemporain. C'est la chance immense qu'on a en tant qu'assistant ici, c'est d'abord travailler avec des chefs impressionnants et avec des musiciens qui ont cette habitude du répertoire-là. Donc on apprend énormément, et même dans des répertoires qu'ils ne connaissent pas, puisqu'il s'agit de création, ils ont quand même plein de choses à apporter, à la fois aux compositeurs bien sûr, aux étudiants qui sont là, et puis aussi au chef qui est devant. C'est le cas, et donc c'est pour ça que c'est une chance immense en fait de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir échanger. Notamment, il y a tous les échanges qui ont lieu entre les pièces, à la pause et après les répétitions, qui sont aussi instructifs souvent que les moments en répétition. J'imagine que, Simon Proust, vous n'imaginez pas votre vie de musicien sans la création. Ça a pris maintenant une part immense dans ma vie. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et je pense qu'on m'avait dit au tout départ, quand j'avais commencé, que ce serait une grande partie de ma vie aujourd'hui, je n'aurais pas cru. Mais maintenant, c'est avec plaisir que je le fais. Et on prend un peu d'habitude et d'expérience à chaque rencontre avec les compositeurs. Et je ne dis pas que tout va plus vite, mais il y a quelques réflexes qui se développent. Et c'est d'autant plus agréable après de les mettre en application sur des nouvelles œuvres comme ce soir. Merci beaucoup. Je crois que vous n'êtes pas sollicité pour la prochaine. C'est donc une pièce qui est signée Daniel Apodaca, qui est le deuxième compositeur au programme et à qui je vais demander de venir nous rejoindre. Donc Daniel Apodaca, vous êtes né à Vitoria, en Espagne, au Pays Basque. Vous vous intéressez à de nombreuses formes d'expression artistique, à la peinture, à la musique, à la poésie. Vous étudiez la composition d'abord à Barcelone, puis vous intégrez le Conservatoire de Paris avec Stefano Gervasoni, Luis Naon, Yann Marèche, Yann Gesslin et Orio Saladigues. Votre pièce s'intitule Suoni notturni. Alors, pourquoi ce titre italien? Est-ce que vous auriez pu mettre un titre espagnol, et de quel songe s'agit-il? Ah oui, bonsoir. Le titre, oui, c'est un titre Suoni notturni. C'est un titre en italien, comme vous avez dit. Ça veut dire les sons de la nuit, en nocturnal, ça dit nocturnal. Et pourquoi on écrit un titre pour une pièce? Pourquoi on choisit un titre et pas un autre? C'est une question qui a beaucoup de raisons, pas une seule. Des raisons qu'on peut connaître, des raisons qu'on ne peut pas connaître. Mais dans ce cas-là, pour dire quelques petits mots avant la pièce, on peut dire qu'on peut prendre ça comme une allégorie du travail d'artiste. Un artiste qui cherche vers soi-même et parfois se trouve dans sa nuit obscure où on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc c'est cette son qu'on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce que c'est. Donc il y a un mystère de la création. Évidemment, il y a un mystère dans la création. Il y a une chose qu'on ne connaît pas. Il y a une recherche profonde, une recherche, je ne sais pas. Essentielle. Vous avez choisi une disposition particulière et vous avez supprimé le chef. Non, j'exagère. Non, je n'ai pas supprimé personne pour le moment. Non. J'ai choisi cet effectif un peu comme un défi personnel, car il y a des instruments avec lesquels je n'ai pas travaillé beaucoup, comme spécialement les bassons, les hautbois. Donc j'ai voulu un peu me pousser vers pousser mon langage à des autres instruments, essayer qu'est-ce que je pouvais faire. Continuer cette recherche dont on a parlé. Cette recherche sonore. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On va donc découvrir cette pièce, Suoni notturni, de Daniel Apodaca.
La pièce que nous venons de découvrir, Suoni Notturni, était donc signée Daniel Apodaca. J'ai à présent le plaisir d'inviter Ambre Villermoz à venir me rejoindre. Bonsoir Ambre. Bonsoir. Donc vous êtes accordéoniste, nous allons d'ailleurs vous entendre tout à l'heure dans la pièce de Théo Mérigeau. Vous êtes élève en première année de DAI, c'est cela ? Absolument. Et le répertoire contemporain est donc très présent dans votre cursus, c'est votre choix, j'imagine, qui est certainement déterminé par l'instrument que vous jouez. Oui, c'est sûr. Le DAI, répertoire contemporain et création, l'avantage, c'est qu'on a déjà un contact avec des musiciens, de très bons musiciens. Tous mes camarades de promotion sont de très bons musiciens et surtout, on a une proximité avec les classes de composition qui nous donne l'opportunité, comme ce soir, de créer des œuvres d'ensemble ou de musique de chambre. Et c'est assez intéressant de participer à la création comme ça. Alors, il y a 2 accordéons programmés ce soir sur 4 pièces, et c'est quand même assez... ça fait un pourcentage assez important. Vous êtes souvent sollicité dans la création contemporaine. L'accordéon intéresse les compositeurs d'aujourd'hui ? Oui, alors l'accordéon intéresse les compositeurs et en plus, nous, on s'intéresse à la création, on va vers eux et les compositeurs, quand on s'intéresse à leur musique et qu'on essaie de prendre le temps de travailler avec eux, en général, ils nous écrivent des choses intéressantes et chouettes. Et donc, nous, c'est vrai que en tant qu'accordéoniste, c'est bien de participer à enrichir le répertoire de notre instrument, toujours. Oui, parce qu'autrement, vous jouez des transcriptions essentiellement. Oui, bon, ça va, parce que pour le moment, je pense qu'on a à peu près 9000 pièces originales écrites pour nous, donc je pense qu'on a de quoi faire quand même. Mais sinon, on peut faire des transcriptions aussi, évidemment. 9000 pièces écrites depuis... Alors, je crois que la première qui est comptabilisée, c'est 1922. Bon, après, c'est surtout dans les années 60 que ça se développe. Et depuis les années 2000, on a quasiment doublé notre répertoire, donc une vraie dynamique de création. Donc un des intérêts pour vous d'un projet comme celui-là, c'est la rencontre avec les compositeurs, ou elle se fait assez naturellement au sein du conservatoire ? C'est l'intérêt aussi, oui. Elle se fait, il faut un peu y aller et aller vers les compositeurs, mais ça se fait, oui, assez bien. Mais forcément, les pièces d'ensemble comme ça, c'est intéressant aussi à créer. Et que vous apporte la présence des musiciens de l'intercontemporain dans ce programme ? Alors c'est sûr que c'est super stimulant de travailler avec des musiciens de cette classe. Ils connaissent très bien ce répertoire, ils ont des réflexes, ils sont très rapides dans le travail. Et donc c'est très agréable de travailler ça. Et puis en plus, c'est des musiciens qui aiment cette musique vraiment. Donc c'est agréable de travailler avec eux. Merci beaucoup. Merci. Alors je vais demander à présent à Luis Quintana, qui signe la pièce qui va suivre, Smudges over Dripping Ink, de venir me rejoindre. Luis Quintana, vous êtes né à Porto Rico, vous avez suivi des études de composition et de piano, et après l'obtention de votre médaille et le prix Roberto Ferdman, vous arrivez à Paris, à l'école normale de musique, vous obtenez le prix supérieur de composition, et ensuite les prix d'orchestration et d'analyse à la Schola Cantorum. Vous suivez les cours de Yann Marège, de Jean-Luc Hervé au Conservatoire de Boulogne, un cursus à l'IRCAM, et comme ça ne vous suffit pas, vous intégrez la classe de Gérard Pesson au Conservatoire de Paris, et vous êtes lauréat de la Fondation Macquarie Lepeuve et de la Fondation Meyer. Alors, on peut commencer par s'interroger, vous aussi, sur la langue de votre titre, Smudges over Dripping Ink, qui est donc en anglais. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de l'anglais ? Je me pose exactement la même question un peu tous les jours. Mais c'est très simple, en fait. Je n'arrivais pas à transmettre l'idée poétique de la pièce dans une autre langue. Il y a la particularité de ces premiers mots, smudges, qui ne trouvent pas facilement, surtout en français, en équivalent. Smudges, ça veut dire une sorte de tache, une bavure, peut-être un embrouillement ou un frottement aussi. Mais il n'y a pas une mot en français ou en espagnol d'ailleurs pour traduire les mots. Ah oui, ce mot n'existe pas en espagnol non plus. Non. D'ailleurs, c'est intéressant quand on lit le texte que vous avez écrit à propos de cette pièce. On a l'impression que vous parlez davantage d'une composition picturale que d'une pièce musicale. On a l'impression que vous traitez un peu la composition comme une peinture. Oui, ça m'arrive très souvent quand j'écris d'avoir des influences un peu extra-musicales, que ce soit de la peinture ou de la littérature.
Et bon, il s'agit que pour cette pièce, c'est davantage l'influence picturale qui a imprégné l'œuvre. Ça ne veut pas pour autant dire que j'ai travaillé l'œuvre comme une peinture. Je ne saurais pas trop qu'est-ce que ça voudrait dire. Mais en général, soit dans cette pièce ou soit dans d'autres pièces, j'ai quand même la tendance de travailler la matière musicale avec une certaine plasticité que pour certaines personnes, ça leur souvient un peu des techniques de l'art plastique. Mais c'est quand même quelque chose que c'est de l'ordre de l'inconscient. Je ne le fais pas exprès. Ouais. Alors, quelle est la structure un petit peu de cette pièce? Comment vous pourriez nous la présenter avant que nous l'entendions? Elle est assez simple. C'est une pièce qui est en un seul mouvement, mais qui a pourtant comme des paysages ou de fenêtres, sorte de micro-mouvements qui s'enchaînent, une sorte de variations sur une même idée. Ben, je vous propose qu'on la découvre. Donc nous écoutons Smudges of a Dripping Ink de Luis Quintana.
C'était donc Smudges of a Dripping Ink de Luis Quintana, interprété par les musiciens de l'ensemble intercontemporain, les étudiants du conservatoire, placés sous la direction de Simon Proust. Alors on a eu le... Bonsoir Pierre Strauss. On a eu le point de vue d'une étudiante. J'aimerais bien avoir le point de vue un petit peu d'un musicien de l'intercontemporain. Vous avez toujours été impliqués, vous, les musiciens de cet ensemble, dans la transmission, la pédagogie. Est-ce que ça vous semble aller de pair avec votre métier, faire partie de votre métier ? Bien entendu, c'était déjà dans le très beau texte d'il y a maintenant plus de 40 ans de Pierre Boulez sur la fondation de l'intercontemporain, cette mission de pédagogique et d'échange et de travail avec les étudiants. Donc c'est une chose parfaitement naturelle qui s'est évidemment beaucoup développée et qui nous permet d'avoir par exemple ces jeunes compositeurs remarquables et de jouer aussi avec des étudiants d'un niveau remarquable. Vous avez remarqué ceux qui ont joué là à l'instant, et puis dans la pièce précédente aussi la qualité du pianiste, de la clarinettiste, du bassoniste. Enfin, on ne peut pas tarir d'éloges envers le niveau de ces jeunes gens et de leur implication aussi, du naturel avec lequel maintenant ils jouent une musique qui ne l'était peut-être pas pour les générations équivalentes il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que, Pierre Strauss, vous transmettez ? Est-ce que vous transmettez le langage ? Est-ce que vous transmettez des gestes ? Est-ce que vous transmettez un état d'esprit ? Un peu tout ça ?
Non, le langage, c'est plutôt évidemment le compositeur qui va s'en charger, mais c'est l'attitude vis-à-vis d'un langage, quel qu'il soit d'ailleurs, puisque vous entendez des styles très différents, tous très assumés, très bien réalisés. Et notre rôle est évidemment de faire entrer les jeunes interprètes dans une attitude, dans une façon de lire et de rendre ce texte, c'est-à-dire le meilleur résultat possible avec le moins de détours possible. Alors, cette jeune étudiante, enfin plutôt musicienne, parlait de votre rapidité à déchiffrer. Comment vous entraînez ce groupe derrière vous? Qu'est-ce que vous leur apportez concrètement? Je dirais que c'est l'économie de moyens. C'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. Et évidemment, avec de l'expérience, on s'ajoute beaucoup moins, en principe, pour jouer une levée de croche ou pour jouer 4 doubles croches. On pense au résultat sonore et pas au fait qu'on soit éventuellement vu ou pas par le public. Ça peut être agréable, mais enfin, c'est pas le but de l'affaire. Le but de l'affaire est dans un texte. C'est le texte musical qui compte. Donc, évidemment, plus on a d'expérience, moi j'en ai beaucoup parce que je suis vieux, mais plus on est économe et plus on va directement. Il disait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en espagnol, al grano, on ne peut pas le dire en français, c'est-à-dire à la chose, qu'on va vraiment à l'essentiel. À l'os. À l'os. Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, Pierre Strauss en particulier, mais peut-être aux musiciens de l'ensemble intercontemporain, de travailler avec ces futurs musiciens? Est-ce que c'est... et puis ces jeunes compositeurs également, c'est quoi? C'est découvrir ce vivier, c'est l'avenir de la musique qui s'écrit aujourd'hui? Oui, et puis c'est découvrir l'extraordinaire aisance de ces jeunes gens. Et déjà, même s'ils n'ont pas l'expérience, souvent, pas beaucoup d'expérience, ils ont une aisance dans la production du son, dans l'évidence instrumentale, dans la présence, qui est tout à fait remarquable. Je peux raconter une anecdote idiote. L'autre jour, j'ai raté une entrée dans la pièce qu'on vient de jouer de Louis, parce que j'écoutais le saxophoniste qui était juste de l'autre côté du piano par rapport à moi, et j'ai entendu une sonorité extraordinaire, et du coup, je n'ai pas joué. Voilà, vous voyez. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons à présent découvrir la dernière œuvre au programme. Elle est signée Théo Mérigeau. Elle s'intitule Octus Mechanicus. Alors, Théo, si vous voulez bien me rejoindre, je vais parler de vous pendant que vous vous approchez. Vous êtes né à Besançon, vous êtes intéressé à la percussion, que vous avez étudié plus particulièrement avec F. Payer à Rueil-Malmaison. Vous avez obtenu votre prix. Et puis, vous vous intéressez à l'écriture, que vous travaillez ici, au Conservatoire de Paris, dans les classes de Pierre Pincemaille et d'Alain Mabi. Vous suivez les classes de Frédéric Durieux, la classe d'analyse de Claude Ledoux, les nouvelles technologies aux côtés de Louis Naon, de Yann Gélin, de Yann Marèche et d'Oriol Saladriguez, tout en collaborant en tant que percussionniste à des ensembles tels que Hiatus, la compagnie Éclat, la compagnie équestre Zingaro et pas mal d'autres. Alors, il semblerait que vous aimiez bien les instruments mécaniques. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, vous voyez ce piano qui est là, il a tout d'un piano normal, mais en fait, c'est un piano, un disque clavier. Donc, c'est un piano qui est contrôlé par un système MIDI. Et c'est pas la première fois que je travaille avec, c'est la 3e pièce que je fais en fait. Il y a d'abord eu un solo pour ce piano, ensuite un trio, et là donc ce piano avec un ensemble de musiciens. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet instrument en particulier? Peut-être c'est bizarre à dire, mais premièrement je trouve qu'il y a une présence scénique très forte. On le verra, enfin j'espère qu'on le verra. Et en fait je l'utilise, on pourrait être tenté de l'utiliser comme un peu un piano sur homme, c'est-à-dire c'est vrai qu'il peut jouer très vite, il peut jouer plein de choses, mais moi je l'utilise souvent pour plutôt ses défauts, parce qu'il en a plein. Oui. Lesquels? Osez le dire. Alors, par exemple, il y a pas celle-là, mais la pièce d'avant, je lui demandais de jouer des doubles croches assez, pas très vite même, tchic comme ça, mais avec une vélocité, donc une nuance très faible, et il n'y arrivait pas, ce vilain. Et du coup, il n'y arrivait pas à faire ces doubles croches, il faisait quelque chose de différent, il faisait ce qu'il pouvait, donc ça donnait des rythmes un peu comme Samir parlait, des rythmes ovoïdes, et c'était tout le projet de la pièce, c'était basé en fait sur ce qu'il ne savait pas faire, plutôt que ce qu'il savait faire. Alors là, il sait faire ce que vous allez lui demander dans cette pièce. Alors là, c'est un nouveau piano parce que l'ancien, il est cassé. C'est vous qui l'avez cassé. Faut pas le dire. Et donc, ce nouveau piano, maintenant, sait faire ce que je lui demandais avant. Donc, j'ai fait autre chose. Voilà. Le titre de votre pièce fait référence à cet instrument, justement? Alors, Octus Mechanicus, oui, forcément. Et Octus, pas trop. Donc, Octus, c'est le nom qu'on donne à une technique très ancienne peut-être
peut-être dès le Moyen-Âge, où on faisait jouer en hoquet, c'est-à-dire on faisait jouer une mélodie partagée en 2 parties complémentaires. Prenons un exemple simple, en fait, 2 instrumentistes jouaient une mélodie, le premier joue la première note, l'autre la deuxième, et le troisième, quatrième, ainsi de suite. C'est une technique que j'utilise beaucoup dans cette pièce. Bien, on la découvre alors. Voici donc Octus Mechanicus de Théo Mérigeau, qui va d'ailleurs lui-même actionner ce piano derrière la scène.
Le concert que nous vous avons proposé ce soir à la salle Maurice Fleuret du Conservatoire de Paris et en direct sur le site du Conservatoire et sa page Facebook se terminait par cette pièce de Théo Mérigeau, Octus Mechanicus pour ensemble et 10 claviers. Elle était interprétée par les musiciens de l'ensemble intercontemporain, avec qui est d'ailleurs construit ce programme, et les étudiants du CNSM, tous placés sous la direction de Simon Proust. Notre prochain rendez-vous en direct, ce sera le 9 février, salle Maurice Fleuret, sous le titre D'une ombre heureuse à l'autre, Rameau et Gluck aux Champs-Élysées. Les étudiants du Conservatoire de Paris, sous la direction de Stéphanie-Marie Degan, interpréteront une suite et des airs extraits de Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau, puis de Christophe Willibald de Gluck, des extraits d'Orphée et d'Eurydice. Et en attendant ce moment délicieux, vous pouvez revisionner à tout moment tous les concerts enregistrés en direct en vous rendant sur le site du Conservatoire. Très bonne réécoute et à très bientôt.